cours de bachata pour aller pécho, quoi. C'est vrai qu'au début, tu vas au cours de bachata pour pécho au Ou final. pour rencontrer des meufs à des minima. filles, ouais. Pour vous, ce serait quoi le body count idéal pour une femme? Le body count moyen aujourd'hui était très élevé par rapport à il y a 10 ans. Il y a du bon et du moins bon. À force de trop avoir de partenaires, on finit par avoir beaucoup plus de mal à s'attacher aux gens. Les femmes, en fait, une fois qu'elles ont couché avec toi, avoir tendance à beaucoup plus s'attacher à toi. Plus elle a un body count élevé, mieux c'est pour moi. Parce que pour un homme, ça valide un peu son statut, tu vois, le fait d'avoir plein de conquêtes. J'ai l'impression d'avoir jamais vu une taille non refaite et jolie, du coup. Alors qu'au Cambodge, franchement, je crois que je tombe amoureux tous les jours quand je vois une mère dans la rue. C'est totalement différent de draguer en cambodgien et de draguer en anglais, tu vois. Cambodgien, c'est vraiment très straight to the point. Tu vois, Se braque tout de t'es suite. si belle. Ouais. Alors qu'en France, on passerait pour un lourdeau. Mais Donne un exemple. des- Est-ce que c'est parce que c'est plus facile de draguer des Khmers en Khmer que des Françaises en français, du coup? Par exemple, le domaine de la drague, de la séduction, c'est le domaine le plus simple pour moi. Parce que c'est le domaine dans lequel j'ai le plus exercé. Le physique, moi j'ai l'impression, pour les femmes, c'est pas si important. Nous, le garçon, une fille, elle est belle, c'est bon. T'es belle, t'es pas chiante, c'est bon. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir plus de succès avec les femmes? Si tu as envie de coucher avec ces femmes-là, il va te falloir des compétents. Le kebab à côté, tu sais, où les nanas, elles portent des mini-shorts. Ils moulent tout, hein, enfin, qui moulent vraiment même. Bienvenue dans le 13e épisode du Krama. Comment ça va aujourd'hui, Sopana? Écoute, ça va très bien, merci, et toi? Et moi ça va très bien aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons un invité aujourd'hui. Tu es Sylvain. Bienvenue. Merci. Qui fait la suite? Vas-y, fais-la. Là, on s'est totalement raté sur la tour. Bon, c'est pas grave. Je reprends. Alors, pour ce 13e épisode et le 2e épisode de l'année, on a l'honneur de recevoir Sylvain, qu'on va présenter par la suite. On a préparé un épisode spécial qu'on va orienter, vous allez vite comprendre comment on va l'orienter. Ça va être très sympa. Mais avant toute chose, j'aimerais bien présenter Sylvain en quelques mots. On se connaît, je pense, depuis... on s'est dit, je pense, ça fait 1 mois et demi ou 2 mois, par ami d'amis. Donc, Sylvain est un Khmer de France. On a eu l'occasion de se rencontrer au cours d'un dîner, et puis on a gardé contact. Tu es entrepreneur, tu es prof de bachata. En témoignent tes stories sur Instagram pour ceux qui le suivent. Et en fait, ton profil nous a intéressés pour plein de raisons qu'on va découvrir. Il y a quelque chose aussi qu'on va mettre en avant, c'est que toi, tu viens d'arriver au Cambodge, plus ou moins. Ça fait à peu près 1 an, si je ne me trompe pas. 1 an tout pile, non, que tu es arrivé? Ouais, c'est ça. 1 an. 1 an tout pile, après 2 ans d'expatriation à Bali, c'est bien ça? C'est ça. Et t'étais déjà venu au Cambodge avant ou pas? J'étais déjà venu quand j'étais petit, ouais. Je devais avoir 8 ans. Ah ouais, en âge adulte, t'étais jamais revenu? Non, je n'étais jamais revenu. Même en vacances? Même en En vacances. vacances? non. Ah ouais, c'est marrant ça. T'as jamais eu d'amis ou de famille qui te disaient allez, passe nous voir? Bah, en fait, si, on me proposait de venir, mais à ce moment-là, moi, j'étais plus occupé à faire autre chose. C'est-à-dire? Bah, soit j'avais une copine, donc je Ouais. voulais pas voyager, je préférais voyager en France, Ouais. par exemple, aller dans le sud de la France, etc. Ou soit j'avais d'autres occupations. D'accord. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, moi, il y a un aspect de ta vie que j'aime bien en parler. C'est le fait que tu aies vécu 2 ans à Bali. Alors, pour l'histoire, Sophie et moi, on est allé à Bali au Khmer New Year 2023, donc il y a 8 mois. On en garde un bon souvenir. Enfin, moi, je me suis bien éclaté. On est parti avec des amis, je crois, 10 jours, non? Et toi, tu es resté un petit peu plus longtemps. Enfin, tu as étendu ton billet d'avion, non? Tu as tellement kiffé, on peut dire, que tu es resté 1 semaine de plus, non? J'avais pas pris le billet de retour. Ah, t'avais pas pris de retour? En fait, je suis resté avec Thomas pendant quelques jours en plus. Mais je te jure, moi, j'ai cru que tu n'allais jamais revenir. Non, mais tu sais, moi j'aime bien aller dans les villes et vivre un peu comme un Comme un digital, expat? un digital nomade. Et juste aller dans les coworking, Ouais. aller dans les cafés, ça permet de voir un peu l'ambiance de comment. C'est ça. En fait, pour moi, quand tu es en vacances, tu fais des trucs de gens en vacances, c'est pas la même chose que de faire des trucs de gens qui travaillent. Ouais, Et je suis d'accord. j'aime bien quand même faire les trucs de gens qui travaillent. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, bizarrement, quand je pense à que si là je suis indépendant, mais me caler quelque part pour bosser, genre déconnecter de Phnom Penh, je sais pas pourquoi je pense toujours à Bali. Tu vois, je me dis toujours putain, ça serait. Enfin, tu sais, je vais pas aller en Thaïlande, tu sais, à Bangkok, c'est Phnom Penh en plus grand, tu vois. Bali, il y a plein d'aspects que j'aime bien, et c'était du coup le thème de la première partie, c'est entre guillemets le clash Bali versus Phnom Penh. J'avais envie d'avoir des retours de Sylvain sur les aspects de la vie à Bali, et qu'on mettra en perspective avec des aspects de la vie à Phnom Penh. Ensuite, notre audience décidera s'ils préfèrent aller vivre à Bali ou aller vivre Ça à vous Phnom Penh. dérange si je mets des lunettes? Parce que en fait, la lumière est très forte. Je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Tu peux appuyer sur le bouton du fan aussi pour le faire tourner, s'il te plaît?
Donc, ce qu'on va faire, Sylvain, c'est qu'on va aller step by step, point par point. On va énumérer des aspects, tu verras, hein, c'est de la vie de tous les jours, la vie sociale, la vie culturelle, et évidemment certains sujets dont vous vous doutez un petit peu. Et ensuite, on débattra où est-ce que c'est le mieux, et ensuite, libre à chacun de tirer leurs propres conclusions. Pardon. Et pas de la nuit, hein, en termes de soirée, comment ça se passe Enfin, comment toi tu ressens la nightlife ici versus Bali? Est-ce que c'est plus mouvementé là-bas ou ici? C'est des ambiances qui sont totalement différentes. Mais je pense que ouais, c'est beaucoup plus mouvementé à Bali, c'est sûr. Ouais. Et carrément plus. Carrément plus. Bali. En fait, parce que ici, le problème, c'est que tu as un ou deux endroits où sortir, en gros, pour faire vraiment si tu veux faire une grosse night, en gros. Mais là-bas, tu as plein d'endroits, en fait, différents. Ouais, Et donc c'est bien. Et surtout, là-bas, tu sais, ici, tu fais vite le tour. Tu as toujours les mêmes meufs, etc. Mais là-bas, non, tu as du turnover. Tu as des touristes qui viennent, qui repartent. Tu as les gens qui habitent là. Non, vraiment, là-bas... Ah, mais en termes d'événements, c'est clair, c'est la folie là-bas, quoi. Nous, on a fait quelques soirées, mais... C'est vrai qu'en termes de turnover, comme tu dis, ça doit être quand même plus volumineux parce que c'est quand même une destination de vacances, Bali. Ouais, Alors que, nous, on est à Phnom Penh ici. En général, les gens qui viennent au Cambodge, ils passent à Phnom Penh pour aller à Siem Reap après. Donc, du coup, il y a un peu moins de monde. Mais moi, je sais pas, c'est vrai que quand on est sorti un petit peu à Bali, j'ai été halluciné. Enfin, où qu'on aille, c'était blindos. Moi, je pensais que ça allait être des petites soirées. Tu sais, le truc mexicain, là. Tu as eu l'idée d'aller dans un resto mexicain où, après le service du restaurant, ouais, ils deviennent un peu. Enfin, tu sais, ils mettent de la musique, ça danse un peu. Tu sais, moi, j'imaginais un resto mexicain avec 17 ploucs qui dansent, vite fait, tu vois. Mais tu sais, il y avait genre 500 personnes dans la boîte. Je suis là, putain, mais où qu'on aille dans les beach clubs et compagnie, c'était blindos. Après, je sais pas, nous, on est sortis dans des trucs, peut-être à touristes, je sais pas. Je sais pas où les expats de là-bas ils sortent, tu vois. Je sais pas s'il y a vraiment deux types d'endroits. Bah, tu dois connaître les noms. Nous, on est allé à. Attends. Hein le truc de la soirée infinie, tu sais, la favelas. Ah, la favela. La favela, ouais. Tu sais, c'est un truc de jeune un peu. Enfin, moi, je me sentais trop vieux. On entre dedans, mais à chaque fois, il y avait une autre salle avec encore plus de monde. Je me dis, c'est pas possible, ça. C'est infini le truc. Hop. On traverse la salle, on monte un étage, du monde, blinde. Mais je dis, putain, mais il y avait grave de monde. Par contre, j'avoue, c'est super cool, mais je me suis senti un petit peu vieux, quoi. Mais ça, c'est un truc à touriste ou un truc à... C'est, on va dire, la boîte un peu cheap. Ah ouais, Ah ouais. Ouais, un peu Putain. cheap. Mais du coup... Mais c'est cool, enfin, franchement, il y avait une bonne ambiance. Hein. Et donc, du coup, comme c'est la boîte un peu cheap, eh bien, t'as tout le monde qui va là-bas au final. Ah, il y avait grave. Mais ouais, c'est sympa. Je suis déjà allé plein de fois à la favela. En fait, à Bali, t'as différents types de, on va dire, de clubbers. T'as ceux qui vont tout le temps à des soirées chic, on va dire, et ceux qui font faire la fête, qui boivent toute la nuit, etc., qui vont plus dans les endroits comme ça, à favela, etc. C'est cheap. Mais quand je dis cheap, c'est parce que tu as différents types de standing de soirées. Tu as des soirées qui sont sur... c'est un beach club, tu as la piscine, etc. Tu as des soirées où ça va être à l'intérieur, mais ça va être beaucoup plus chic, enfin plus luxueux, le standing, etc. Oui, La favela, c'est un peu à l'extérieur au final. Ouais, ça, c'est extérieur, ça fait un peu Erasmus. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans une soirée étudiante. En plus, tu avais le kebab à côté. Putain, le kebab à côté, tu sais, où les nanas, elles portent des mini-shorts. Je suis jamais allé au kebab à côté, moi. Ah, mec, il est trop... Enfin, la prochaine fois que tu vas à Bali, pense-y, à côté de favela, il y a un kebab, mec, moi, il m'a rendu ouf. Enfin, mais c'est le meilleur kebab du monde. Kebab? Ouais, je te jure. Franchement, je savais pas qu'il y avait un kebab. Il coûte 10 balles. C'est une nana en mini-short qui moule tout, hein, enfin, qui moule vraiment même... et elle te sert le truc, mais c'est ultra délicieux. Et enfin bref. Mais non, mais en termes de soirée, ouais, on a fait quelques beach clubs, mais Potato, je sais pas, non, c'était où qu'on est allé, je sais plus. C'est un Potato. Ouais, Potato. Potato Beach Club. Mais c'est de toute façon, enfin, comme tu dis, à Bali, il y a 1 million d'endroits pour sortir. Tu sais, à Phnom Penh, en gros, soit tu vas à Bassaklen, soit tu vas à Riverside, soit tu vas à la Pétanque Bar. Enfin, tu sais, je simplifie un petit peu. Ouais. C'est vrai que tu as très peu d'endroits pour sortir. Ouais. Après, moi, à un moment, je sortais plus vraiment dans la mesure où j'ai découvert la danse et donc après, j'allais que à des soirées de danse. Ah ouais? Ouais. Donc, j'allais plus à des soirées. C'est quoi une soirée de danse?
soirées de danse. Ouais, c'est une soirée où tu. Mais Enfin, c'est une soirée sociale où tu fais de la Tu danses. soirée bachata, je veux dire. Oui, c'est des danses bien particulières. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que parce qu'au Cambodge, je vais vraiment simplifier, mais en gros, tu vas au resto, tu vas dans un bar, donc tu as 9 chances sur 10 d'aller à Bassaklen, ensuite tu passes au Vito, ensuite tu finis au Puntun, tu prends une petite Katy Perry pizza à la sortie, et puis tu rentres chez toi, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu le format des soirées d'expat. À Bali, je pense que tu as 1 million de configurations différentes de soirées, quoi. Ouais. Enfin, toi, je sais pas comment tu l'as vécu, ce contraste d'arriver de Bali à Phnom Penh, justement, en termes de... Après, si parce que tu as retrouvé tes soirées danse à Phnom Penh aussi. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là-bas, t'as, Plus de comme je volume. dis, t'as plus de turnover, t'as des nouvelles meufs qui viennent. Ouais. En plus, moi, je suis plus axé russe de base. J'aime bien les femmes russes. Et là-bas, t'en as beaucoup. Bali, c'est un peu la deuxième Russie. Et au final, bah, t'as beaucoup de turnover au final de. Mais pourquoi il y a Pas tant de comme Russes ce que pays-là. ça? Parce que, attends, c'est bien à Bali où c'était traduit en russe, tu sais, t'avais anglais, russe et langue locale, tu sais, quand ils traduisaient les trucs. Mais pourquoi il y a tant de Russes à Bali? C'est quoi l'histoire, en fait? Je sais pas si tu sais, hein, mais... Moi, je pensais que c'était que à cause de la guerre en Russie que tous les Russes étaient enfuis à Bali. Mais en fait, non, c'est historiquement, il y a beaucoup de Russes à Bali, c'est ça? Je sais pas s'il y a une histoire. Non, c'est mais juste. après, t'as pas mal de villes de vacances comme ça où ils développent peut-être des vols directs pour les vacances. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de vacanciers qui viennent. Et d'Australiens aussi. Ouais, Et mais beaucoup l'Australie, c'est Ah, plus près. ouais. Après, enfin, je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais le fait qu'il y ait beaucoup de Russes, je pense que c'est lié au côté Bali influenceur, etc. Ouais. Et en Russie, il y a beaucoup, enfin, pour les femmes, etc. La beauté, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et donc il y a ce petit côté, c'est un peu superficiel. Je veux des belles photos, je veux un bel endroit, Ouais, vacances. c'est vrai que etc. Bali, c'est paradisiaque, quoi, en termes de... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de. Ah, oui, c'est le paradis pour les influenceurs et les influenceuses, Bali. Hein. T'as les Ouais, meilleurs c'est- spots Ouais, c'est ça, ouais. pour prendre les Parce photos. En vrai, Bali, ça a pété. Moi, j'y suis allé en 2012 ou 13, en 2013. Ça n'avait pas encore explosé, mais je crois qu'il y a eu une explosion. Enfin, avant Covid, Bali, c'était infernal. Je crois que tu avais de la foule partout. Il fallait faire la queue pour rentrer dans les trucs. Et c'est vrai que ça, c'est le cliché des photos Instagrammables, quoi, Bali. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Ok, du coup, en termes de soirée, ouais, le bilan, c'est que tu t'amuses quand même bien à Phnom Penh, non? Je m'amuse quand même bien à Phnom Penh, mais Mais... c'est quand même différent. Ouais. Mais en fait, ça dépend, parce qu'il y a un moment où mon cousin il est venu au Cambodge, Ouais. et là, je me suis vraiment amusé à Phnom Penh. Et je pense que cette période, en fait, quand il est venu, ça a été le moment où je me suis le plus amusé à Phnom Penh au final. Parce qu'on sortait tous les soirs, pendant 60 jours. Oui, tu Il n'y m'as a raconté. aucun jour où on n'est pas allé à un endroit C'est bien de profiter. précisément. Mais attention, parce que je viens de réaliser, en fait, on dit qu'il y a peu d'endroits pour sortir. Mais on parle d'endroits, en fait, pour expat friendly à Phnom Penh. Mais en réalité, des endroits de locaux, enfin, il y en a beaucoup, tu vois. Tu sais, les beer gardens, les boîtes locales, les boîtes de nuit locales, il y en a Ah énormément. ouais, mais j'aime pas les boîtes locales. Ouais, ouais. Pourquoi t'aimes pas? La musique, c'est pas du tout mon truc. C'est trop Après, c'est bruyant. plus C'est bien, l'ambiance en elle-même ici. Je te donne un exemple. Je peux donner des exemples ou pas? Vas-y, vas-y. Vas-y. Epic, par exemple. Ouais. Là-bas, en fait, c'est plus une boîte pour les Cambodgiens d'ici. Et ils sont plus en groupe entre eux. Ouais. Et Ouais, c'est ça. moins, Ouais. tu sais, vas-y, les gens, ils y vont, ils sont en groupe, mais Ça se mélange pas, quoi. ça se mélange, tu vois. Non, mais Enfin, à Epic, ça se mélange pas. Mais par contre, dans d'autres types d'endroits, ça se mélange. Donc, c'est bien. bah, tu sais, ça, c'est un peu le cliché des boîtes asiatiques. T'as pas de piste de danse, Ouais. t'as des tables. Et les gens, ils restent sur leur table, et puis voilà, quoi. Ouais, je pense que Ouais. c'est bien si t'es déjà avec un petit groupe, tu vas là-bas, c'est un anniversaire, ok, pourquoi pas. Mais si tu vas, vous êtes Je suis d'accord avec 3-4, toi, hein, c'est c'est- pas. 3-4, ouais, c'est un peu limite. Ouais. C'est bien d'être 6 c'est plus. Mais c'est vrai que c'est un peu le cliché, comme tu dis, où les honneurs de la boîte, ils veulent juste rentabiliser la surface un maximum en mettant des tables pour que les gens mettent des bouteilles. Parce que pour prendre une table, tu es obligé de consommer un minimum, tu vois, je sais pas, peut-être $50, j'en sais rien. Et il n'y a pas de dance floor. Donc effectivement, en fait, tu viens avec un groupe, mais tu t'amuses Bah, que avec le groupe, quoi. Là, on soulève un vrai point, c'est qu'en gros, la boîte de nuit, comment nous, on l'aperçoit, c'est un Ouais. endroit où tu y vas pour rencontrer du monde. Ouais. Alors que ici, j'ai l'impression que les gens, ils viennent avec leur groupe
pour passer le temps avec leur groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a moins. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est pourquoi pas ce qu'ils font, mais un endroit où tu as quand même un dance floor. D'ailleurs, à l'époque, il me semble qu'au Sound, par exemple, c'est une boîte de l'époque, il y avait un vrai dance floor, et puis à terme, ils ont mis des tables partout parce que c'était fait, il n'y a personne qui allait sur le dance floor. Donc il fallait bien qu'ils rentabilisent. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est un vrai sujet, ça aussi. Mais ça, c'est un peu un truc d'Asia, je trouve, parce que même en Thaïlande, tu étais il n'y a pas longtemps, donc c'est pareil, les boîtes, non, elles sont en mode que des tables, non? Il y a les deux. Les deux, ouais. Il y a les deux. Et puis, et puis même la boîte où j'ai été avec des tables, finalement, on était quand même sur des tables, mais les tables se mélangeaient un petit peu, quoi. Tu vois, Ouais, c'est pas genre t'es là, tac. Enfin, c'est moins snob quand même, je trouve. C'est vraiment ce côté, je trouve, que moi, j'aime pas dans les boîtes en Asie. Après, bon, il y a d'autres problèmes dans les boîtes en Europe, c'est que tu attends une demi-heure pour avoir un verre. Bon, ça, c'est le problème inverse. Est-ce que, justement, tu te rappelles de ces moments où il y avait trop de monde en boîte et en gros, tu pouvais pas prendre de conso, quoi. Enfin, moi, depuis que je suis en Asie, je vis plus ça du tout. Ouais, mais non, mais il faut un mix entre les deux, tu vois. C'est bien d'avoir des endroits avec des tables pour se poser. Mais c'est vrai que quand il y a la foule comme ça, c'est insupportable. Mais c'est drôle que vous me posez la question parce que en fait, moi, quand je vais en boîte, je bois jamais. En fait, la seule chose que je bois en boîte, c'est de l'eau. Donc moi, ça va très vite. Genre, quand je commande de l'eau, Ah, mais même pour commander de l'eau. Ah, moi, ici, pour commander de l'eau, Non, mais ça va ici, vite. oui. Hein. N'importe où, même en France, Mais, pour toi, commander de l'eau, ça va vite. Mais quand tu vas en boîte ou au Cambodge, tu n'es pas en mode table. Oh non, moi, Ah ouais moi, quand je suis Ouais. pas en boîte, Parce que toi, tu danses aussi. Moi, c'est, ouais, je Bon, vais en en général- boîte soit pour danser Non, c'est ou vrai soit que- pour... Moi, en général, je squatte soit le comptoir quand on n'a pas de bouteille. Mais sinon, j'aime bien quand on prend une bouteille, on fait un petit QG. Par contre, moi, j'aime bien quand qu'il y a un dance floor, parce que ça m'arrive de danser quand même de temps en temps, pour voilà, qu'on se mélange Non, un tu petit peu. danses pas. Oh bah attends, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas dansé. À Bali, j'avais dansé un petit peu. Non, je sais pas. C'est quoi le nom de la boîte où on est allé, qui était censée être une boîte chic? C'est la boîte classe où tout le monde va. Je sais plus comment ça s'appelle. Chichi, Ouais, c'était ça, non? On est allé chez ouais. Ouais. juste en face de la favela à côté. Ouais, mais c'est pas mal, quoi. Ça allait. Bon, je m'attendais à mieux, mais bon. De toute façon, je suis plus trop boîte en ce moment. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai envie de rebondir sur un truc, c'est tu disais que maintenant tu as la danse, du coup tu vas un peu moins en boîte. Et ça j'ai envie que peut-être tu développes un peu, parce que c'est vrai que moi aussi, le format boîte, si c'est pour de la rencontre, faut être un peu bon, tu vois. Faut être capable d'aller parler aux gens. Et c'est pas quelque chose qui est naturel enfin, je dirais 90% des gens sont pas capables d'aller parler aux gens déjà, dans une Ouais. boîte. Et toi, tu trouves qu'avec la danse, ce côté-là, il est un peu plus développé? Enfin, il est plus facilité? Mais carrément, en fait, de base, bon, je vais le dire, hein, quand je vais en boîte, de base, c'est pour gérer des meufs. Je vais pas en boîte pour aller boire. Bah, ou quoi, enfin, moi, ça quelqu'un m'intéresse pas. enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Enfin, Ouais, franchement, carrément. les mecs, il n'y a aucun homme sur Terre qui va en boîte pour le plaisir de danser, à part les homos. Enfin, franchement, les femmes vont en boîte pour danser, elles aiment bien danser, mais les hommes, non, on s'en bat les couilles, Rihanna, machin, non, on veut juste choper, quoi. C'est ça la vérité. Non, mais c'est pareil du côté adverse. Ouais, bah, hein. Les meufs aussi, elles vont en boîte Oui, pour mais je veux dire, se il y faire a... gérer. Ouais. Et Oui, là, oui. là, on rentre dans les vrais sujets. Là. C'est quoi les strates? C'est quoi les strates? Ça dépend. Mais pour en revenir au sujet par rapport à la danse, c'est vrai que tu sais, la danse, c'est un moyen de, sans parler, montrer ta value dès le début, en fait. Parce que Ouais. tu vois, quand tu es là, par exemple, tu es dans une boîte, tu as plusieurs personnes, les filles, elles peuvent pas savoir quitter. Par exemple, admettons, je te donne un exemple, il peut avoir un mec, tu sais, les meufs, certaines, beaucoup aussi, au Cambodge, sont très intéressées par l'argent. Mais par exemple, quand tu vois un mec comme ça dans une boîte, tu peux pas savoir est-ce que le mec il a de l'argent ou pas. Donc en fait, la value, Par Quand les t'as- habits un petit peu. Mais par les voilà. habits, oui, mais tu es dans le noir, tu vois pas Si tu vraiment. poses une bouteille à 500 balles... Ouais, aussi. Mais quand tu danses, bah, directement, tu peux montrer une value que tu as, en gros, quelque chose que tu sais faire, et ça attire. Parce Ouais. que tu sais faire quelque chose que Ah dans oui. toute la boîte, tous les gens ils sont en train de sautiller comme ça, là, comme des... Et toi, tu es là, tu as des vrais skills, et les meufs sont intéressées, elles disent, waouh, le mec, il danse bien, lui, c'est qui, lui? Bah, Tac. c'est vrai que pour te démarquer, Ouais, c'est ça, ouais. comme ça, quand t'as pas eu l'occasion de parler, c'est dur. Et puis en boîte, c'est bruyant. Donc même quand tu parles à quelqu'un en boîte, moi je trouve ça pas agréable en fait. Tu vois, tu dois crier, t'es là, et puis
pour une première impression, c'est vraiment pas Moi, je trouve que c'est le pas plus simple, quoi. c'est pas le meilleur lieu pour gérer des filles, hein, je trouve, les boîtes de nuit. Hein. C'est Les vraiment- boîtes de nuit, c'est- oh, c'est- c'est Non, non, c'est non, je le veux meilleur lieu. Non, 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 C'est un des meilleurs. ça dépend ce que tu recherches. Mais genre, si tu veux juste, bah oui, la ramener un soir, machin, oui, c'est rapide. Mais je sais pas si tu veux avoir une vraie discussion, faire connaissance, machin. Moi, je trouve que le bar ou les house parties, c'est le meilleur format. Les boîtes, c'est un petit peu trop sauvage. Ah, je l'ai fait beaucoup de fois. Mais je trouve que ça dépend ce que ce que tu recherches. Moi, en tout cas, oui, si je veux juste gérer une meuf, la ramener, mais moi, par contre, j'étais vraiment sauvage. Moi, je sais pas danser. Et du coup, moi, ma technique, c'était c'était d'aller zouker des meufs sur le dance floor en mode, bah, tu sais, je pense que c'est graduel, c'est petit eye contact, deuxième eye contact plus prolongé, etc. Ensuite, on se rapproche. Ensuite, je sais pas du tout danser. Et je vais essayer d'aller le plus rapidement possible vers la conclusion, quoi. Mais sans savoir danser. Ouais, La danse, c'est l'excuse, hein, de toute façon. Ah oui, c'est ça. ouais. Mais Bah, c'est vrai que si tu sais danser, du coup, bah ouais, et puis les meufs adorent les mecs qui savent danser. Parce qu'en boîte, franchement, sur 100 gars, il y en a peut-être 5 qui savent danser, quoi. Ouais, bah après, en fait, moi, je sais pas, parce que j'ai une vision assez spéciale. C'est ouais, c'est pas un lieu pour converser, pour discuter vraiment en absolument pas, boîte. absolument pas. Mais après, moi, j'ai aussi un truc, c'est que tu commences à vraiment découvrir la fille et elle commence vraiment à s'ouvrir à toi que lorsque bah, tu l'as déjà ken, en fait. Quand tu l'as pas encore ken, pour moi, genre la meuf, Comment ça? elle s'est pas ouverte à 100% à toi, en fait. Elle te... Dans quel sens? dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de... etc. Entre guillemets, c'est un peu un jeu de rôle, entre guillemets, on va dire. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui. Donc, je vais pas en boîte pour discuter, moi, je vais en boîte pour D'accord, closer. D'accord. Donc toi ton approche, c'est que tu vas closer le plus rapidement possible les filles. Et ensuite, toi, tu estimes que c'est que à partir de ce moment-là qu'elles vont s'ouvrir à toi. Enfin, s'ouvrir, je sais pas. Ouais. Mais s'ouvrir à quel niveau? Émotionnellement Bah, Euh. dans différents domaines. Là, je te donne un exemple. Bon, un exemple business. Peut-être ça peut créer une comparaison. Quand tu as un prospect, tant que tu l'as pas closé, il va pas être avec toi de la même manière que lorsque c'est ton client. Oui, mais... oui, d'accord. Mais vas-y. Ouais. Et donc, du coup, en fait, oui, c'est ça. En fait, la meuf, elle est beaucoup plus ouverte. Elle partage des choses qui sont beaucoup plus profondes. Tu sais, au début, c'est un peu superficiel. Ah oui, je te... Après, je pense que ça dépend. Il y a des meufs qui vont attendre d'avoir un certain niveau de connexion avant de coucher avec toi. Et peut-être toi, dans ton exemple, toi, tu veux aller le plus rapidement possible Moi, je suis assez d'accord en fait sur le fait que quand t'as pas échangé l'énergie, il y a beaucoup de retenue. Et une fois que t'as, je suis assez d'accord sur le fait que apprendre à connaître après avoir couché, c'est quand même assez efficace dans le sens où tu vas pas tourner autour du pot à faire des jeux quoi, des jeux où tu vas feindre des émotions que tu n'as pas et enfin c'est vraiment tu sais ce game là tu vois en fait le truc c'est quoi Au début, C'est- c'est du game au début et après, Ouais, mais c'est t'as des plus filles du concret en qui fait. vont attendre d'avoir ce que le game soit assez déroulé, avoir assez échangé pour avoir peut-être confiance. Et donc voilà, les filles mettent le curseur à différents niveaux, tu vois. non mais c'est à cause de la pression sociale ça c'est parce qu'une fille en fait elle a toujours besoin de protéger une certaine image Elle se dit que si elle est trop... elle doit pas paraître comme une fille facile tu vois Ouais. et Ouais, c'est vrai. c'est la société qui impose Mm. ce truc là et pourquoi enfin c'est un peu injuste quelque part parce que finalement les femmes sont comme nous hein, Ouais, elles donc, veulent pas ouais. forcément perdre du temps mais c'est juste que c'est plus accepté dans la société d'être un homme qui a beaucoup de conquêtes qu'une femme qui en a beaucoup. Ouais. Après, il y a aussi l'histoire de, tu sais, de la chimie. Quand tu échanges, quand tu as une relation avec quelqu'un, comment on appelle ça? T'as de l'oxytocine qui est générée, qui est l'hormone de l'attachement. Et aujourd'hui, j'avais vu un reportage qui parlait du fait que le body count moyen aujourd'hui était très élevé par rapport à il y a 10 ans et que il y a du bon et du moins bon parce que à force en fait de te désensibiliser à cette oxytocine qui est donc l'attachement en fait ton corps il est beaucoup moins capable d'en produire et à force en fait d'enchaîner les conquêtes t'avais
tu avais beaucoup moins la possibilité de t'attacher. Et c'est C'est ça un peu valable pour les deux genres ou c'est valable que pour les femmes? Pour les deux, en fait. Ah, c'est ouf comme en vrai il m'a hypnotisé avec son mais explication, c'est- etc. mais- Avec des exemples. Mais l'ocytocine, c'est pas, les femmes, elles en sont pas d'autant plus sensibles que les hommes. Enfin, c'est pas plus important pour les femmes que pour les hommes. Il y en a plus qui sont sécrétés chez les femmes que chez nous, en fait. C'est pour ça que les femmes, en fait, une fois qu'elles ont couché avec toi, elles vont avoir tendance à beaucoup plus s'attacher à toi. Ouais. Et en gros, bah, les mecs, pourquoi on dit que c'est des bâtards? C'est parce qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils partent. Et, Ouais. alors que la femme, elle est là. Elle est attachée. Enfin, elle a généré du coup cette fameuse Bah, hormone elle est d'attache. chimiquement attachée. Ouais. Après, voilà, c'est qu'elles ont. C'est en fait la société aujourd'hui disent aux femmes de faire attention, de pas s'attacher et de devenir un peu indépendantes par rapport à ça. Parce que les hommes font pareil. Ouais, Mais le problème, c'est que Les combats féministes. ça gère ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à force de trop avoir de partenaires, on finit par avoir beaucoup plus de mal à s'attacher aux gens. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens maintenant qui restent célibataires et qui n'arrivent pas à s'attacher. Beaucoup de gens femmes ou hommes ou les deux? Les deux, je pense. Ouais. Et c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. C'est la surconsommation, parce qu'il y a les applis de rencontre, il y a l'abondance de partenaires qu'on n'avait pas avant Internet, avant l'accès à tout ça, quoi. Et aujourd'hui, bah, Réseaux sociaux. Ouais. On est submergé d'images de femmes et d'hommes. Ouais, effectivement, ouais, c'est l'abondance. Ok, bah écoute, merci pour cette explication. Et en termes de body count, pour vous, ce serait quoi le body count idéal pour une femme Est-ce que ça vous dérangerait qu'une femme vous dise j'ai un body count, enfin je sais pas si elle le dira, mais une femme qui a genre un body count, je sais pas, de 30. une femme 30 mecs. dira toujours un nombre Oui, inférieur. elle divisera par 10 le vrai nombre. Et un homme dira toujours plus. Non, mais moi, moi j'ai une vision différente. Genre, justement, plus elle a un body count élevé, eh bien, mieux c'est pour moi. Ça veut dire qu'elle a de l'expérience au final et que je vais pas m'ennuyer. Ouais, mais Il y a- il y a des seuils, je pense. Non, mais il y a ce côté-là que tu dis, et je l'entends, mais après, il y a ce que vient de dire Sophie, c'est que c'est une femme qui. Bon, c'est chimiquement. Après, voilà, c'est discutable, qu'elle a eu tellement de conquêtes qu'elle est effectivement désensibilisée via justement cette hormone de l'ocytocine. Bon, après, c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais en tout cas, le raisonnement que tu partages, j'avoue, Moi, fait du sens. Moi, je vais vous donner ma vision de ça, c'est qu'il y a quand même un nombre minimum et un nombre maximum. Enfin, pas un nombre maximum, mais je veux dire, quand c'est trop, c'est pas bon non plus. Genre, par exemple, si tu es en recherche de relations sérieuses, par exemple, si tu as eu trop peu de relations dans ta vie, tu sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais. Donc, il faut quand même en vivre des relations. Parce que si c'est la première personne avec qui tu es, bah, tu te dis que c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Alors que si tu as vécu plusieurs situations avec des femmes différentes où tu vas avoir des aspects que tu aimes, d'autres que tu n'aimes pas, ça va te permettre en fait de créer un type de profil qui peut vraiment matcher ce que toi tu as envie et au final tu peux prendre les traits que tu veux et te dire bah voilà, ça je veux, ça je veux, ça je veux pas, ça c'est pas très grave. Et au final, c'est que comme ça où tu peux vraiment être heureux, je pense, dans ta vie, à choisir le ou la bonne partenaire. C'est déjà de savoir, toi, ce qui t'embête et ce que tu as vraiment envie d'avoir. Et c'est pour ça qu'avoir trop peu, c'est pas bon, mais avoir trop, bah... Alors, moi, j'ai une idée du minimum, mais toi, avec ton raisonnement, tu dirais que c'est combien le minimum pour avoir un... Après, pour moi, c'est pas plus le body count qui compte pour moi. C'est plus... c'est quoi non, mais- l'expérience que Ouais, c'est a la fille? Parce que C'est l'expérience. elle peut avoir fait avec, je sais pas moi, je dirais une centaine de mecs en gros. Mais si tous les mecs faisaient de la même manière au final, eh bien elle connaît que cette manière-là au final. Donc, quand tu dis manière d'être un boyfriend ou manière de faire l'amour? Ou les deux? Une les manière deux, ouais, c'est enfin Bah, c'est plus les Ken, deux, plus c'est- Ken. Je parlais plus de Oui, faire donc- l'amour en fait. Donc toi, tu parles vraiment sur l'aspect pratico-pratique. Ouais, c'est ça. Mais toi, Sophie, par rapport au... Toi, t'es plus sur l'aspect... Bah, les deux. Mais, Oui, les deux. Mais toi, c'est combien, tu penses, le minimum? Moi, Parce que pour moi, l'amour en soi, c'est pas via le sexe que tu as ça. C'est plus via les émotions que tu arrives Bien à sûr. faire Ouais. vivre et les expériences que tu vis. Parce que peu importe, c'est les émotions. ouais, c'est ça, le les plus émotions et important. l'expérience Bien sûr. que tu vis avec la personne.
Donc pour moi, qu'elle ait fait avec Bah, centaines, ça change rien en fait. C'est plus. Bah, c'est vrai qu'avoir plus d'expérience, finalement, c'est. Parce enfin, que faut pas se le cacher. C'est que du plus. Maintenant, l'expérience, faut pas qu'elle soit négative. En fait, quand tu as trop d'expérience, tu as des gens qui ont accumulé trop d'expérience, mais négative. Tu vois. C'est Mm. ça, en fait. Et, C'est ça, ouais. et parfois, tu vas payer pour les mauvaises expériences passées que les personnes ont pu avoir. Et c'est ça, pour moi, tu vois, ça dépend, en fait. Beaucoup, oui, mais beaucoup de positifs, alors. Ouais. Après, c'est pas grave. Ça... Non, je me suis construit une idée dans ma tête, pardon. C'est genre, il n'y a pas de, enfin ouais, y a pas de trop, effectivement. Enfin, c'est discutable, mais il y a un minimum aussi. Je suis d'accord. Dans le cadre où je cherche une vraie partenaire. Bah, regarde, on va poser la question à l'envers. Parce que nous, on se dit trop. C'est pour une femme, certains hommes vont dire que certaines femmes ont eu trop. Est-ce qu'une femme qui va rencontrer un homme va dire qu'un homme a eu trop Ah non. ou pas? Non, non. Oh oui. Ouais. Bah, je pense que non, parce que pour un homme, ça valide un peu son statut, tu vois, de fait d'avoir plein de conquêtes. Et bon, voilà, là, c'est un petit peu conservateur ce que je veux dire, mais tu vois, les femmes sont attirées par les hommes de statut et de pouvoir. Ouais. Donc, qui dit beaucoup de femmes dit beaucoup de statut et de pouvoir, en tout cas dans une certaine mesure. Donc, pour les femmes, non, je pense que c'est. Ouais, elle peut être amenée à le dire, Ouais. mais justement, c'est une value. Et c'est non Pour pas les hommes, c'est une value, mais pour les femmes, effectivement, pour certains hommes, en tout cas, c'est pas une value qu'une femme ait un body count de plus de, je sais pas, je veux dire, que plus de 30, j'en sais rien. Tu vois. Déjà 30, c'est beaucoup. Hein. Bah, moi, l'argument que j'ai, moi, c'est vraiment par rapport à l'attachement qu'elle peut avoir, en fait. Ouais, moi aussi. Bah, À l'oxytocine, quoi. C'est Ouais. parce que si elle est trop désensibilisée, elle aura du mal à s'attacher à toi. moi, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est le problème. Maintenant, pour un homme, ça peut être pareil. Alors, moi, ce sera pas un red flag. Enfin, je pense que. Non, mais De toute manière, je pense. pour moi, en fait, justement, je comprends pas comment elle pourrait se désensibiliser dans la mesure où, pour moi, si Bah, tu as regarde, une relation je amoureuse. je vais te donner un exemple très simple. Quand Ah. t'es... Non, mais regarde, l'attachement, il se crée à partir du moment où... Déjà, c'est un truc entre toi et toi-même, plus. Hein. L'attachement, c'est comment tu vas percevoir l'autre personne et que cette perception va monter un peu haut dans tes enfin, pas des estimations, dans ton classement, en fait. Tu as des traits chez des femmes que tu vas adorer et quand tu vas avoir beaucoup de ces traits-là, tu vas dire, elle, je la kiffe parce qu'elle est comme ça, tu vois. Et à un moment donné, tu vas dire, ouais, j'ai envie d'être encore avec elle parce qu'elle a ces traits-là. Et du coup, c'est là où tu commences à créer de l'attachement. Et on te dit de te désensibiliser parce que si jamais, genre, t'as une relation courte avec quelqu'un, si jamais t'es attaché, en fait, quand la relation se finit, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut pas s'attacher. Ah. Enfin, tu vois le point. Ouais, je vois le point par rapport à ça. Après moi, ce que je me disais, en gros, c'est plus par rapport à. Pour moi, c'est le point initial que tu disais, c'est lorsque il y a match, entre guillemets. Ouais. Et bien après, ça crée de la cytocine ou je sais pas quoi. De l'oxytocine. Ouais. De l'oxytocine, voilà. Et donc, du coup, c'est le fait d'être trop habitué et se désensibiliser à ça qui fait que c'est compliqué pour certaines femmes de s'attacher, etc. Mais pour moi, en fait, justement, l'attachement, il vient pas de l'acte sexuel. Au final, l'attachement, il vient des émotions que tu lui fais vivre à travers les expériences, à travers... c'est pas l'acte, en fait. Non, mon point, en fait, c'est que quand tu... Attends, je vais essayer d'expliquer, c'est un peu technique. Quand tu te désensibilises, en fait, justement, quand tu vas ressentir une forme de souffrance parce que tu t'es attaché, c'est comme quand on te met des coups, tu vois. Quand on te met un coup, au début, ça te fait mal, et plus t'en manges, moins ça te fait mal. Et le fait de s'attacher, se détacher, s'attacher, se détacher, avec plein de personnes, à un moment donné, tu vas juste bloquer tes émotions, et du coup, ça va plus rien te faire, finalement, parce que tu t'es habitué à faire ça. À te mettre avec quelqu'un pendant une semaine, t'arrêtes. Une semaine, t'arrêtes. Au bout d'un moment, tu souffres même plus. Je sais pas si tu te rappelles de la première fille avec qui t'as été dans ta vie. Quand t'as cassé, ça a dû te faire mal un petit peu quand même. Tu vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, si t'es amené à rompre avec quelqu'un, ça te fait peut-être moins mal parce que tu t'es un peu désensibilisé à ça. C'est ça mon point en fait. Ok.
Ouais, mais ce Bah. que Sylvain dit, c'est qu'après, tu peux t'attacher. Enfin, si l'homme, il s'efforce de construire une relation, faire vivre des émotions uniques, exceptionnelles, C'est etc. ça, parce que moi, par exemple, femme resterait. ça dépend. Justement, le problème, c'est pas ça. Une meuf, par exemple, pour qui ça va durer une semaine, après, j'arrête, etc. C'est pour deux raisons. Soit c'est un problème logistique, c'est-à-dire Pas la même elle n'a ville, pas la tout même ça. ville, pas le même Ouais. pays, etc. Ou soit le deuxième problème, c'est que initialement, je n'avais pas d'attachement émotionnel pour cette personne-là. Et c'est pour ça que voilà, ça va pas plus loin. Alors que l'attachement émotionnel, je peux l'avoir, tu vois, c'est pas quelque chose de perdu. Par exemple, je suis déjà tombé amoureux plusieurs fois, on va dire. Donc c'est pas, pour moi, tu te désensibilises pas justement. Tu peux pas vraiment se désensibiliser à ce type. Ouais, mais quelque part, je L'amour, en pense tout que tu t'es quand même mis dans un mindset au départ où tu t'es dit, bah, je, je m'ouvre pas à cette émotion-là dès le départ, tu vois. Oh, parce que la meuf, elle coche pas les cases. Elle coche pas les Oui, c'est cases. ça, c'était juste pour une aventurette, Ouais, c'est une ça. amourette. Si la meuf, je sais dès le début, elle coche pas les cases, c'est mort. C'est quoi, On peut en parler des cases ou pas? Oh, il y en a beaucoup. En tout cas, tout ça pour dire que moi, mon body count, moi, mon minimum, enfin, body count ou tout simplement ex-boyfriend, j'aime bien l'idée de savoir qu'on en a eu au moins 2 ou 3 pour les raisons que Sophie a mentionnées, pour l'expérience. Elle sait ce qui marche, ce qui marche pas, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle aime pas. Elle sait également tu sais, gérer ses émotions au sein d'un couple, etc. Après, la question du maximum, je t'avoue que je suis un peu d'accord avec ce que dit Sophie et ce que dit toi. Mais bon, c'est un peu compliqué. Hein, Ouais. là, c'est les théories. Enfin, c'est la théorie qui est comme ça. La réalité, elle est bien différente. Alors, je sais plus pourquoi on en a été amené à parler de body count. J'ai perdu totalement le fil. En tout cas, c'était très intéressant. Je crois qu'on parlait des soirées à Bali. Bon, alors, je vais skipper directement. Je vais aller sur tant qu'on est sur le sujet des femmes. Mhm. Les femmes à Bali versus les femmes au Cambodge. Locales, déjà pour commencer. Est-ce que toi, tu as déjà eu des aventures avec des locales à Bali et des locales à Phnom Penh? Ouais, bien sûr. Mais des vraies histoires ou des petites aventurettes de quelques jours Oh, des petites aventurettes, mais à certaines. Bali, hein. À Bali, ouais. Ouais. Qui ont duré, on va dire, 2 semaines. Mais tu vois, ça reste une aventurette, ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Non, je voulais savoir, tu sais, par rapport alors, moi, déjà, sur ce sujet-là, je voulais savoir si tu trouvais les Khmers plus jolies ou alors les locales balinaises plus jolies. Je dirais que les balinaises, pas vraiment balinaises, parce que tu as différents types. Tu as les indonésiennes qui viennent de Jakarta, qui sont totalement différentes avec les balinaises. En vrai, non, j'ai jamais eu vraiment de relation avec une balinaise en elle-même. C'était une indonésienne? C'était juste des Indonésiennes, soit qui venaient de Jakarta, soit qui venaient de d'autres pays de l'Indonésie, mais qui n'étaient pas Bali en tout cas, mais rencontrés à Bali. Je sais pas si y a pas de quand j'étais à Bali, il y a pas de locales qui m'ont frappé. Je me suis dit putain, elles sont trop belles. Alors qu'au Cambodge, franchement, je crois que je tombe amoureux tous les jours quand je vois des Khmers dans la rue. Enfin, je suis très chauvin sur ce coup-là, mais pour moi, les Cambodgiennes, ce sont les plus belles femmes d'Asie du Sud-Est. Enfin, selon mon point de vue. Moi, je trouve les Thaïlandaises plus jolies, les Thaïlandaises bien. Bah, moi, le problème des Thaïs, c'est que je pense aux Thaïs de Bangkok qui sont refaites de partout. Ouais, mais enfin, c'est pas une vraie taille, ça c'est un. Non, mais oui, mais c'est juste, j'ai l'impression d'avoir jamais vu une taille non refaite et jolie, du coup. Je sais pas, j'ai un blocage avec les tailles. Alors, je serais ravi de retourner en Thaïlande et voilà, de sortir et de rencontrer des tailles qui sont pas passées par la chirurgie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à Bangkok, il n'y a que ça. Blanchiment, piscine pointu, faux seins et compagnie. Oh non, Alors, non. je suis un peu cliché. Hein. Ouais. Mais c'est pour ça, les tailles, j'ai jamais eu l'occasion, je crois, d'en rencontrer des très jolies. Quoi. Non, moi, quand je fais la moyenne, vraiment, en Thaïlande, les tailles elles sortent du lot quand même. Aussi, les femmes qui viennent des Philippines, Ouais, les sont Philippines. très jolies en tant qu'asiatiques. Ouais, après, les Philippines, il y en a vraiment de tout type. S'il y a des Philippines, on dirait des blanches. T'es là, putain, mais... Et t'as des Philippines qui font très asiates, qui font même chinoises. Il y a de tout type, ouais. Ouais, donc toi, t'as eu des expériences avec les deux. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses est-ce que c'est plus galère au Cambodge ou plus galère à Bali? C'est différent. Pourquoi est-ce que c'est différent? Tout simplement, la différence, c'est la culture. Le fait que je sois cambodgien, c'est totalement différent de draguer en cambodgien et de draguer en anglais. Tu vois, il y a
il y a une différence culturelle qui est super drôle. En cambodgien, c'est vraiment très straight to the point. Et en anglais, tu vois, tu essaies de... Tu vois. Tu dragues mais- en cambodgien, putain. Mais ça, justement, moi, quand c'est trop straight to the point, c'est pas drôle, quoi. Enfin, Bah, en fait, c'est juste... Ce qui est drôle pour moi, c'est de parler en cambodgien, surtout. Tu parles en cambodgien, de dire des trucs... clac. Des trucs genre bateau que tu diras jamais en France. Genre, je te donne un exemple. Tu peux dire... tu peux commencer, par exemple, une phrase comme ça va pas te mettre sur une frame un peu... oh, le lourdeau, etc. Alors qu'en France, tu passerais pour un lourdeau, mais Donne un exemple, du futur. Tu peux y arriver, tu peux dire uns at mais. Tu vois, tu peux dire un truc comme ça et genre. Ah oui, des lourdeaux dans ce sens-là. Et genre, si tu dis ça à une Française, tu dis Elle se braque tout de t'es suite. si belle. Ouais. Tu vois, la meuf, elle va dire t'es Oui, chelou. toi, elle va t'es se qui, braquer toi direct, oui, non, c'est clair. ça dépend du ton que tu emploies. Ouais, c'est ça, ouais, mais. Ah, toi, t'as le niveau pour draguer en khmer. Alors moi, mon khmer, il est très limité. Je pense que j'ai pas du tout le niveau pour... Bah. Déjà, mon cambodgien est meilleur que mon anglais. Ah ouais? Ouais. Mon cambodgien est meilleur que mon D'accord. anglais. Donc, oui. En cambodgien, en fait, justement, ma manière de draguer en cambodgien, c'est plus simple pour moi que le français en lui-même, en vrai. Je drague plus facilement en cambodgien qu'en français. Mais est-ce que c'est parce que c'est plus facile de draguer des khmers en khmer que des françaises en français, du coup? Non, je pense que c'est la richesse de la langue. La langue est beaucoup plus simple et moins complexe En khmer. en cambodgien. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté aussi Straight to the point. Tu dis des mots simples, c'est pam. C'est pas que c'est moins riche, c'est que pour dire des concepts compliqués, c'est long. C'est beaucoup plus Ouais. dur. Ouais, c'est- Et puis tu dois faire tu vas faire des jeux de mots, des trucs, pour Et- vraiment avoir le niveau de drague qu'on pourrait avoir en français. Tu pourrais l'avoir en khmer, mais c'est très compliqué. Et il y a des mots que tu utilises. Bah moi, justement, maintenant, j'ai fait le basculement et en fait, en cambodgien, c'est plus simple pour moi. Parce que Mais est-ce que tu es sûr que tu dragues bien en khmer ou c'est parce que comme tu parles... Enfin, t'es pas bilingue, mais... Enfin, ils savent que t'es un khmer de l'étranger. Du coup, tu te permets de faire des trucs un peu... Enfin, pas maladroits, mais des trucs un peu de lourdeau, comme tu as dit. Et qu'en fait, comme c'est un peu fun, ça passe, tu vois. Est-ce que les khmers, ils draguent vraiment comme toi tu dragues? C'est là où je veux en venir. les Khmers en est-ce que les eux-mêmes, Khmers ouais. draguent Est-ce que les khmers draguent? Ouais, les Khmers, je sais pas s'ils draguent vraiment, mais si, ça, il y a quand même la manière dont je le fais, Ouais. c'est aussi la manière qu'un Cambodgien ferait, mais dans d'autres frames. Genre, il le ferait avec des amis à lui, tu vois, par exemple. Il va parler de cette manière-là avec des amis à lui. En fait, il va venir taquiner un peu les filles cambodgiennes, mais en mode quand c'est une amie, etc. Si c'est une inconnue, etc., c'est rare qu'il va oser le faire, tu vois. Alors que justement, moi, en tant qu'étranger, etc., qui a aussi une autre culture française, et ben moi, je vais straight to the point sur ces côtés-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle cambodgien, mon cerveau shift. C'est-à-dire que je suis plus un Français dans ma Ouais. tête, je suis un Cambodgien totalement. Donc je parle dans ma tête, même si la fille va remarquer que j'ai un accent qui vient de France, que je suis pas Cambodgien, etc., qui vit ici, enfin qui est né ici. Mais la manière dont je réfléchis, c'est plus une manière de réfléchir cambodgienne au final. Oui, tu penses en khmer. Ouais, je pense en khmer, ouais. Ah putain, mais donc t'as un sacré bon niveau en khmer en fait. J'ai un extrêmement beau niveau de compréhension. Ça veut dire, je comprends vraiment pratiquement tout, mais le parler, ça dépend des domaines. Par exemple, le domaine de la drague, de la séduction, c'est le domaine le plus simple pour moi. Parce que c'est le domaine dans lequel j'ai le plus exercé, entre guillemets. Mais par contre, tous les domaines qui vont être plus business, qui vont être plus ces milieux-là, non. Tiens, c'est marrant, je me demande si, tu sais, autant en français, il y a plein de sites de séduction, apprendre à draguer, machin truc, tout ça, quoi. Je me demande si en khmer, tu sais, t'as des contenus ou des sites ou des blogs ou des trucs, comment draguer. Non, mais ça serait marrant quand même. Parce qu'en fait, c'est un domaine qui n'existe pas. Peut-être que tu peux créer ton école de drague. Je crée une chaîne YouTube. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un concept qui n'existe. Enfin là, je vais loin, mais c'est peut-être un concept qui n'existe pas au Cambodge. Mais après, bon, est-ce que c'est culturellement, je sais pas. En tout cas, ce serait une vraie rupture culturelle que tu aies des dragues. C'est pas un problème culturel, c'est juste que. Quand même. Non, mais la plupart des hommes, disons-le, ils ont peur de draguer, déjà, de base, que ce soit en France ou ailleurs. Après, que tu le fasses au Cambodge ou ailleurs, bon, bah. Oui, non, mais ils ont peur, mais aussi que culturellement, je sais pas s'ils ont même l'idée de. Tu vois, d'aller draguer, aborder une fille dans la rue ou aborder une fille dans un parc. Si, il y en a qui le font. Après, je pense
en tout cas, moi, sur l'aspect au Cambodge, pour différencier un peu ma drague française et ma drague au Cambodge, euh, je pense que c'est la value que j'ai par rapport aux Cambodgiennes dans la mesure où je suis plus le type d'une Cambodgienne que être le type d'une Française, par exemple. Ouais. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Et après, en vrai, Tu je veux pourrais dire pas... physiquement? Ouais, physiquement, ouais. Et après, je pourrais pas vraiment comparer parce que je pense que j'ai beaucoup évolué physiquement, avec ma confiance en moi aussi, avec physiquement et aussi mon style vestimentaire, etc. Ma manière de me présenter, etc. a totalement changé. Donc, je pourrais pas comparer finalement avec ma manière de draguer en France Ouais. parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la même value perçue Ouais, par les femmes, en je vois fait. ce que tu veux dire. Ouais, je suis sûr que maintenant, tu retourneras en France, tu serais à peu près au même niveau. Hein. En fait, Je pense pas parce que justement, depuis que j'ai évolué à ce niveau-là, même les étrangères que je vois au Cambodge, les françaises ou d'autres d'autres types de femmes comme j'aime bien en fait les Russes par Russes. exemple, en fait elles sont attirées directement par moi en règle générale. Je le vois que tu sais, elles portent un regard qui est différent que le regard que elles auraient porté potentiellement si j'étais le moi d'il y a, Quoi, c'est 5 ans? je dirais, Ouais, mais il y a 2 ans, même un an, j'ai là, totalement changé. là, Ouais. je ouais pense que tu penses que physiquement, t'aurais pas attiré, mais tu sais, le physique, moi, j'ai l'impression que pour les femmes, c'est pas si important que ça. Pas comme nous, en fait. Nous, on est C'est vachement. beaucoup moins important. Ouais. Oh, si, c'est carrément le plus important pour les femmes, je trouve, hein. Non, c'est la bonne impression, c'est mieux de physiquement être healthy, grand, baraque et tout ça. Mais elles vont au-delà de ça. Les femmes sont beaucoup moins visuelles que nous. Comme tu disais tout à l'heure, c'est Bah, vraiment les émotions bah, que tu ouais. leur apportes. Bah, après, je l'ai vu par exemple à Bali, quand quand t'es beau gosse, stock et tout, tu gères des meufs Oui, facile. oui, mais- Alors que quand t'as pas ce skills de beauté, etc., eh bien là, non, tu vas devoir mais- utiliser des stratégies Oui, mais après, différentes, avoir si d'autres skills, t'as beau etc. être beau et bien habillé, mais si la fille, enfin ça, du coup, tu peux briser la glace plus facilement. Mais si t'as rien à dire, si ta vie est chiante, bah, la fille, elle va vite te tourner le dos et aller vers d'autres personnes, d'autres garçons. Donc il y a pas que le. Bah oui, il y a des hommes beaux l'apparence. qui parlent pas et qui. Après, ouais, je pense que ça, c'est le deuxième côté que je viens de parler, c'est la confiance en soi. Bien sûr. C'est vraiment Ouais. cet élément-là, en fait, Ouais. qui change tout, en fait. Ouais, mais c'est plus facile d'avoir confiance en toi quand t'es beau, grand, baraqué, tu t'habilles bien, machin. Mais effectivement, enfin les filles, elles sont beaucoup plus, elles vont beaucoup plus en profondeur que nous, les garçons. Nous, les garçons, une fille, elle est belle, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus, tu vois. T'es belle, t'es pas chiante, c'est bon. Ouais, du coup, petite question, intervention. C'est quoi la confiance en soi pour vous? Ça, c'est une question compliquée. J'ai pas une réponse claire, mais Mais elle était déjà bien, la réponse. La réponse a été coupée. la réponse a été coupée. Ah ouais? Oui, on a eu un petit souci C'est technique. où qu'on a été coupé? Où? Bah, juste après cette question-là que j'ai posée. Mais on m'entendait répondre, non? Ça a coupé. Vas-y, refais ta on réponse. a perdu 3 minutes. Ok, vas-y, c'est on pas la grave. refait, on la refait. Parce que mon explication a été pas mal quand même. Vas-y, Là, refais-la. Vas-y, repose la question. Du coup, pour vous, c'est quoi la confiance en soi? Pour moi, la confiance en soi, c'est la certitude que tu as soit en toi-même ou soit par rapport à différentes situations. C'est tout simplement, quand tu as une certaine certitude par rapport à toi-même, tu es confiant, en gros, tu es sûr de ta valeur, en gros, eh bien, tu vas plus facilement aller voir les autres parce que tu vas dire, OK, les autres vont percevoir la valeur que tu as. Et dans diverses situations, quand tu as une situation dans laquelle tu maîtrises cette situation, eh bien là, tu auras beaucoup plus de confiance, de certitude parce que tu connais, tu maîtrises la chose. Par exemple, je sais pas, tu veux conduire une voiture. Si tu maîtrises le fait de conduire une voiture, eh bien, tu vas être confiant lorsque tu vas conduire. Alors que si tu es encore en apprentissage, eh bien, tu vas être hésitant, tu vas penser beaucoup, tu vas réfléchir. Ce ne sera pas fluide. Et la confiance en soi personnelle, c'est quand tu as de la certitude par rapport à ta valeur, tu vas aller voir une fille sans te dire « Ah ouais, mais cette fille, peut-être qu'elle va me rejeter ou quoi que ce soit. » Au contraire, tu vas dire « Ok, si je veux voir cette fille, elle va se dire « Mais putain, moi, je suis putain de génial. » Tu vois, je vais lui faire passer un super moment, etc. Tu vois. Ouais, donc c'est être conscient de ta valeur.
C'est ça, Voilà, en fait. Pour toi, conscient là. de sa valeur et ouais, avoir de la certitude. Quand la confiance en soi, ouais, conscient de sa valeur. Ouais. C'est ta vision pour toi, c'est de te percevoir toi-même comme quelqu'un de haute valeur, finalement. C'est ça ça. pour toi, la conscience. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, se percevoir. Donc, mais toi, tu disais aussi, tu as pris l'exemple de conduire une voiture. C'est aussi la confiance en soi, ça se travaille. Et ça dépend des contextes aussi. Tu vois, par exemple, si tu dois parler en public, la première fois que tu dois le faire, je sais pas, tu as peut-être le trac, tu as peut-être t'oses pas, tu n'as pas confiance en toi. Maintenant, si c'est une conférence que tu fais toutes les semaines devant un public de plus en plus grand, enfin, voilà, tu gagnes la confiance en toi via l'expérience. C'est quelque chose que tu acquiers avec l'expérience. Ouais, moi je trouve que ton explication est pas mal. Moi, je sais pas, j'aurais pas fait mieux, mais quand j'entends confiance en soi, j'entends aussi certitude, contrôle aussi, t'es serein, quelle que soit je sais pas, la situation à laquelle tu es confronté. Voilà, tu sauras garder le contrôle de tes émotions et assurer, quoi. Et maintenant, ouais, je suis profondément convaincu que la confiance en soi, ça se travaille. Tu prends l'exemple des femmes, avoir confiance en soi avec des femmes, ça passe par être certain de ce que tu vaux, voilà, c'est bien s'habiller, bien présenter, être fit, etc. Ouais, ça se travaille, quoi. Donc ouais, c'est une question difficile, je n'avais pas trop répondu, heureusement que Sylvain a répondu avant moi, parce que j'aurais dit n'importe quoi. C'est marrant parce que quand on parle, ça me fait penser au fait que peut-être que ça s'oppose au courage finalement. Est-ce que euh, pour toi avoir... attends, je vais reformuler. Là, tu dis, tu connais ta valeur, donc tu sais que tu peux y aller, mais avoir du courage, du coup, c'est de se dire, t'as pas forcément ce qu'il faut, mais tu y vas quand même. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Pour moi, en fait, justement, le courage, c'est un step. C'est un moyen d'augmenter sa confiance en soi. C'est, par exemple, quand tu veux faire quelque chose qui te fait peur, parce que peut-être c'est quelque chose d'inconnu, tu n'as jamais fait cette chose, Ouais. eh bien, en fait, le fait d'avoir du courage, ça va être de surmonter la peur que tu as. Et après avoir vécu l'expérience, eh bien là, une fois que tu as vécu l'expérience, eh bien là, tu as développé une forme de confiance. Donc la confiance Parce en que soi, c'est le résultante du courage, selon toi. Voilà, c'est une résultante du courage. Ouais. Mais du coup, quand tu as atteint un palier, ça devient facile après. Donc, si tu restes trop longtemps sur tes acquis, c'est plus de la confiance finalement. Enfin, si ça reste de la confiance, mais Ouais, mais c'est que tu as fini le jeu. En fait, Genre, quand il y a toujours un prochain niveau, en fait. ouais. Pour moi, il y a toujours un prochain niveau dans tout. C'est infini, en gros. Tu peux te développer physiquement de manière infinie. Enfin, infini par rapport à hier, en gros. Tu peux te développer personnellement de manière infinie. En fait, tu as toujours moyen d'être meilleur qu'hier, en fait. mais par rapport à la séduction et aux femmes, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a un moment, tu as fini le jeu. Franchement, il y a un moment où, quand tu sais aborder les femmes, dans Non, n'importe parce quel que- contexte, non. t'as pas fini le jeu, tu crois pas? Tu n'as Toi- jamais fini le jeu parce que tu as des femmes qui ont des stéréotypes différents, des manières de penser différentes, des cultures différentes. Oui, Bon, après, Des Alors, toujours un attentes plus challenge. élevées. Ouais. ouais, Ouais, non, c'est vrai, ouais. qui ont vécu des expériences aussi différentes. Et donc, tu dois dealer avec ça, tu dois tu dois t'adapter. Ce que tu dis, c'est que c'est vrai que si tu tombes dans une sorte de routine où tu vas faire toujours les mêmes choses et tu vas toujours avoir les bons résultats, oui, tu peux tomber dans ça. Mais tu vas forcément tomber un moment sur quelqu'un qui va t'impressionner et là, tu vas être... c'est pas quoi faire, quoi. Ça arrivera toujours. Ouais, Euh, ouais. Moi, je vais donner ma vision. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est la capacité à être une seule personne. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on s'adapte beaucoup selon la personne avec qui on est, on va montrer une facette différente de nous-mêmes dans le but de plaire, mais quitte à nous corrompre un petit peu nous-mêmes, tu vois. Et avoir confiance en soi, c'est vraiment d'assumer qui on est avec tout le monde. Parce que on a un masque différent avec chacune des personnes qui sont autour de nous. C'est juste que maintenant, les gens qui sont très confiants, leur masque d'une personne A à personne B est à peu près le même. Tu vois. Personne B à personne C, c'est à peu près les mêmes. Tandis que les gens qui n'ont pas du tout confiance, ils vont se comporter d'une telle façon avec telle personne et d'une autre façon avec telle autre personne. Ça peut être des rapports de pouvoir, ça peut être des rapports de séduction aussi. Peut-être que tu as des facettes de toi que tu veux pas montrer à telle personne parce que tu as envie de plaire. Et envers des gens que tu considères plus puissants que toi, tu vas être plus soumis, tu vois.
Pour moi, c'est un peu ce truc-là, la confiance. C'est la confiance d'être soi-même et d'assumer qui on est. Je sais pas ce que vous en pensez. Une fois, on est quand même obligé de s'adapter, pardon, un minimum. Mais oui, toi, tu parles carrément de changement de personnalité, voire même pas de valeur. La barrière, elle est assez subtile entre changer de personnalité et changer juste de comportement, tu vois. Parce que oui, effectivement, tu changes de personnalité. Non, de comportement, tu es obligé. Hein, dans le milieu professionnel, tu vas pas, tu vas pas dire des. Faut quand même, avoir un certain langage. Bien sûr. Après, c'est de l'intelligence sociale. Ouais. Tu vas pas être grossier ou vulgaire en entreprise. Mais là, je te parle vraiment sur les aspects que tu veux montrer. Bah, tu vois, par exemple, là, on parle de séduction depuis tout à l'heure. Le truc que l'erreur que font la plupart des hommes quand ils veulent séduire une femme, c'est de pas oser leur dire qu'elle leur plaît, tu vois. Ça, c'est le truc que c'est pour ça que les hommes se font friendzone, hein, c'est parce qu'ils ont un comportement de... ils osent pas montrer qu'ils sont attirés, et du coup, ils assument pas ce qu'ils sont, et du coup, c'est ça le manque de confiance, c'est de pas assumer ses envies, tu vois. Alors moi, je me suis fait friendzone un paquet de fois. C'est très douloureux. Mais ouais, non, j'avais jamais vu ça sous cette perspective. Moi, je pense que t'as pas besoin forcément de dire à une fille. Non, mais tu lui dis plais. pas. Pas dire, mais le montrer tu- ou tu- le faire comprendre, quoi. Oui, tu le dis subtilement, tu le dis pas. Mais si tu es dans une frame un peu très amical, en fait, la fille te considérera jamais comme un partenaire. Et, pour moi, tu soulèves un point. Et justement, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. C'est que pour moi, justement, tu n'as pas besoin de dire à une femme que tu lui plais. Par contre, ce que tu as potentiellement besoin de faire, c'est faire en sorte que elle, tu lui plais. Oui, non, mais là tu parles d'autre chose, mais oui, Ouais. je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Oui, tu lui dis pas, genre, ouais, vas-y, apprécie-moi, tu vois, c'est pas le truc. Ouais. Mais moi, mon point, c'était juste que la plupart des gens, ils assument pas, quoi. Ils assument pas que c'est de la drague et que c'est un truc de... Vous n'allez pas être amis, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Il y a pas longtemps, tu m'as envoyé un message pour me dire que pour avoir plus de confiance en moi, je devrais me mettre à la danse. Parce que toi, c'est ta passion, clairement, on peut le dire, depuis au moins 2 ans, on va dire. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous raconter comment ça a impacté ta vie depuis que tu t'es mis à la bachata, notamment, ces dernières années? Notamment sur la confiance en toi. Oh, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que, justement, comme c'est une danse avec les femmes, tu es beaucoup plus connecté, mais surtout la danse en elle-même, la bachata, c'est une danse sociale. Et quand tu vas en soirée, eh bien, en général, c'est le mec qui va inviter la meuf. Tu vas juste voir une meuf et tu fais ça et la meuf va venir avec toi. Donc déjà, ça t'habitue, en fait, ça t'habitue à ne pas avoir peur d'aller voir la personne. Juste, tu as l'habitude, tu fais ça et tu as une expérience positive par rapport au fait que tu vas inviter une femme, la femme va venir directement danser avec toi. Donc ça c'est un premier point qui aide. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait d'être habitué justement tous les jours vivre des expériences, danser avec une fille, etc. Et aussi, moi, ce qui a vraiment changé, c'est le fait de m'améliorer rapidement. Que ce soit à Bali ou au Cambodge. À Bali, j'ai été une des personnes qui a eu la progression en danse la plus rapide. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ça a été vu directement par les filles, tu vois. Et en fait, ça a fait augmenter ma value. Et voilà. Mais même parce que toi, tu m'avais dit, pas par rapport... Parce qu'on parlait de travail, en gros. Et tu m'avais dit, même moi, dans ce que je fais dans ma vie pro, est-ce que tu peux m'expliquer le lien que tu as fait entre la danse, donc surtout avec les femmes, c'est une danse de couple, évidemment, et voilà, ce dont tu vois de quoi je parle. Est-ce que tu peux élaborer? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, je suis devenu prof de danse au Cambodge. Quand tu fais de la danse, bachata surtout, tu vas être amené à discuter finalement avec beaucoup de femmes et danser avec beaucoup de femmes. Et ce qui se passe, c'est que si tu as envie de coucher avec ces femmes-là, il va te falloir des compétences. Et moi, aujourd'hui, j'ai un métier qui est finalement dans lequel je dois beaucoup vendre. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, dans la séduction de femmes, j'ai appris beaucoup d'éléments qui m'ont permis moi-même en fait, de m'améliorer en vente. Ouais. Parce qu'il y a des concepts qui sont totalement similaires en fait.
Bah, c'est vrai que moi, là, je fais beaucoup de coaching de, de vente par des personnes expérimentées que tu connais. Et c'est vrai que souvent, ils me disent, bon, bah, ils font vraiment le parallèle entre la séduction et la vente, que c'est les mêmes mécanismes voilà, de valeur perçue, etc., closé et compagnie. Mais c'est vrai que mon coach, il fait toujours référence à la séduction, quoi. Donc toi, ce que tu me disais, c'est d'apprendre une danse comme la bachata m'aiderait directement ou indirectement dans moi, mon métier où je fais de la vente maintenant. Ouais, carrément. En fait, ça va t'aider. C'est une invitation. Il veut que je vienne à la prochaine soirée bachata. Ouais, carrément. Ça va t'aider déjà à aller vers les gens. Ok, ça c'est un truc, aller vers les gens et discuter avec les gens parce que c'est une manière de pouvoir discuter. Et le jeu à la bachata, c'est dès lors que tu as un niveau qui est supérieur à la fille, tu commences à avoir de la value. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai commencé à avoir de la value auprès des femmes dès le début au final parce qu'il suffit que tu aies suivi 3-4 cours et que la fille a suivi aucun cours, pour toi, elle te voit comme un professionnel. Pour elle, oui, elle parce te que voit comme un pro, un petit peu fait. devant elle, en termes de ça. niveau. Ouais. Et le gap, après, c'est maintenant, ça va faire 2 ans, etc., que je m'entraîne tous les jours et que mon niveau a extrêmement augmenté. Et bien là, pareil, c'est totalement différent. Mais je peux parler de ça. Mais clairement, on a le cliché. Je vais faire mon rageux parce que moi, je sais pas danser. Et quand je vois des mecs qui font des danses de couple, genre salsa, bachata, bidule truc, j'avoue, je suis un peu mon rageux. Ouais, c'est des gros baisers, quoi. Voilà, je dis pas que. Aujourd'hui, toi, je sais que c'est vraiment. T'es passionné par ça. Ça t'a tellement apporté dans ta vie. Mais c'est vrai que t'as le cliché de. Putain, tu vas au cours de bachata pour aller pécho, quoi. Bah, c'est vrai qu'au début, tu vas au cours de bachata pour pécho au final. Ou pour rencontrer des meufs, un minimum. Filles, ouais, un minimum. Et avec le temps, en fait, tu commences à prendre finalement de la passion parce que tu commences à vraiment aimer la danse et là, tu commences plus à t'intéresser à la danse. Et c'est justement à ce moment-là que quand tu t'intéresses beaucoup plus à la danse, que tu deviens vraiment meilleur. Et que là aussi, quand tu vas au social, etc., la valeur perçue que tu as par les femmes, au final, est totalement différente. Parce que, moi, je fais la comparaison. Moi, je me suis mis à la muscu pour avoir un six-pack et des gros muscles. Et voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, je fais du sport pour m'entretenir physiquement et mentalement et compagnie. Donc toi, la bachata, tu es en train de me dire qu'au début, c'est pareil, tu t'y es mis pour rencontrer des meufs, un petit moment social et pourquoi pas pécho. Mais aujourd'hui, là, par contre, là, tu es vraiment... c'est plus ça maintenant. Enfin, tu n'es pas motivé que pour... il y a autre chose, quoi. Ouais, maintenant, c'est vraiment une passion. Tu es prof en plus, donc... Ouais, maintenant, c'est plus la danse LM. J'aime bien la danse LM. J'aime bien m'améliorer. J'aime bien pouvoir danser avec des danseuses qui dansent super bien. Mais c'est vrai que ça m'aide énormément à pécho, quoi. Mais il y a du petit niveau à Phnom Penh. Il y a une petite communauté, non, quand même, j'ai l'impression. Ouais, une petite communauté à Phnom Penh, ouais. Parce que je vois tes stories, j'ai l'impression que tu pratiques tous les jours, quoi. Ouais, je pratique tous les jours, on va dire ça comme ça. Enfin, moi je pratique tous les jours la bachata à la salle de sport. Ouais. Mais oui, parce que pour ceux qui suivent Sylvain, il danse dans les vestiaires, il danse à la salle de sport, il danse partout. Et du coup, ouais, ok, écoute, moi, je suis pas fermé, mais je sais que j'en aurais beaucoup de choses à tirer, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas le déclic qui fait, ouais, vas-y, j'essaie, tu vois. C'est quoi qui te bloque? C'est que je crois que ça m'intéresse pas de savoir danser, en fait. Ok. Je vais retourner, je vais te dire quelque chose d'autre. Vas-y. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir plus de succès avec les femmes? Oui, je ne vais pas répondre non, ça serait hypocrite. Ok, oui. Après, il y a d'autres... C'est un moyen d'aller directement au contact bien sûr. de femmes sans barrière, au final. T'as pas la pression sociale ou t'as pas la pression de « Ok, est-ce qu'elle va me rejeter ou pas ?» Non, là, tu vas... Non, mais après, le seul truc, je déteste... En fait, je sais pas, je déteste démarrer des nouveaux trucs. Genre, apprendre des nouveaux jeux de société, ça me saoule parce qu'au début, t'es nul, tu vois. Moi, j'aime pas commencer un truc qui est nul, tu vois. Tu sais, c'est un blocage. Non, c'est une vieille croyance limitante. Mais voilà, en plus, là, c'est un truc de couple. Enfin, c'est un truc en binôme. Et du coup, quand t'as pas le level, tu vois, voilà. S'il y a un truc qui me bloque, ça serait bien ça, ouais. Mais c'est pas que pour la bachata. C'est dans plein d'autres aspects de ma vie. J'aime pas démarrer un truc... tu sais, genre tous les jeux où vous me dites, ouais, viens apprendre tel jeu. T'as 4 ans ou je sais pas quoi. Là, ça me saoule d'apprendre... C'est la phase d'apprentissage. De me confronter aux autres en étant nul, ça me saoule, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Pour te répondre à la question, c'est ça qui me bloque. Ouais, à moins que
je m'entraîne en solo devant ma glace, comme toi tu fais dans les vestiaires du The Place. Et puis quand j'ai le level, mais je sais que ça rime à rien ce que je dis. C'est normal, après, ça demande du courage. Absolument. Oui, bah oui. Bah oui, non, absolument, je te donne totalement raison. Mais c'est aussi que j'ai pas. Tu me dirais plein d'autres trucs. En vrai, j'exagère un peu. J'adore apprendre, mais juste j'ai l'impression que ça m'intéresse pas assez, quoi. Tu me dirais un truc en rapport avec la salle de sport, la muscu, ouais, je viens direct, quoi. Mais un truc là, je sais pas, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Bah, en général, il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas vraiment quand on ne connaît pas, en fait. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ouais. Faut essayer, en fait, pour savoir faut si ça nous essayer, plaît. ouais. Faut tester, faut essayer, voir. Non, mais je suis sûr que ça m'apporterait beaucoup de choses. Hein. J'en suis conscient. Mais juste, il manque le déclic, il manque le truc qui fait que. Voilà. De toute façon, tu sais, les a priori qu'on a sur les choses, tant qu'on ne les a pas vraiment vécues, en fait, elles sont jamais. Non, c'est pas fondé. Elles sont jamais bonnes. C'est absolument. Parfois, ça peut même être l'inverse. Tu vas penser que t'aimes quelque chose, et en le faisant, t'aimes pas. Ouais, non, c'est absolument vrai. Ouais, c'est un. Ouais, carrément. Par exemple, j'ai pris des cours de hip-hop. Au final, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout. Alors que tu pensais que tu kifferais, c'est ça? Ouais, je penserais que je kifferais alors. Je trouve la danse très jolie au final, mais la pratiquer en soi. Alors, si tu organises des cours pour les beginners, je m'engage à aller. Tu fais des cours. Mais oui, je fais des cours pour des beginners. On verra discuter. On discutera de ça en off. J'ai pas envie de me commit en public. On mettra ton lien dans la description pour ceux qui veulent. Un lien, ok. Tu peux ton Insta ou ce que tu veux. Tu veux qu'on mette quelque chose? Tu peux mettre mon Telegram. On va mettre sur Insta. Je rigole. On va mettre son Insta et ses réseaux sociaux. Et même pour ton business de trucs d'immobilier, on mettra tout. Ouais. Parce que Sylvain, il l'a pas dit, mais il sponsorise ce podcast. Voilà, donc tu pourras mettre tes liens. On mettra tes liens en description. Bon, de toute façon, on va conclure parce que Sylvain doit partir. Bah justement, en parlant de travail, Sylvain doit partir et moi aussi bientôt. Ok, bah pour conclure, en fait ce podcast, j'avais un script, j'avais une trame, mais on l'a pas du tout respecté et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est parti sur des sujets qui nous ont hypé. On espère que vous avez participé. On espère que vous avez apprécié, pardon. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner. On atteint bientôt la barre des 200. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, on sera peut-être à 200 abonnés. C'est la première fois qu'on le dit, ça. N'oubliez pas de mettre un like. Ouais, bah non, je l'ai déjà dit, je crois, non, Normalement, les gens, ils le disent au début de la vidéo. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de likes. On devrait faire un call to action dans les premières secondes. Merci Sylvain d'être venu. De rien. Et le mot de la fin? Mot de la fin. Bon, là, c'est Sylvain choisir le mot de la fin. Donc, c'est un mot pour vérifier que les gens sont bien restés jusqu'à la fin, qui doivent commenter évidemment en dessous de la vidéo. Pour augmenter l'engagement, tu vois. C'est un truc de youtubeur, je sais pas si tu connais. Ouais, un mot. Bah, classique, tu peux dire, je sais pas, bachata, non? Allez, Bachata. Bachata. Merci les amis. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bon, elle était bien cette deuxième partie, non? Ah, ouais, ça va.